So, gentlemen, Messieurs, merci beaucoup d'être parmi nous, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous allons essayer de nous en tenir au temps. Sinon, dites-nous de nous arrêter. Si on n'a plus le temps. Alors, 7 à 8 minutes chacun pour commencer. Commençons avec son Excellence Xavier Châtel, ambassadeur de France aux Émirats, diplômé de l'École nationale d'administration, l'Institut européen à Florence, la London School of Economics et Politics. Il a également été admis au service étranger en 2004 et a été le premier responsable de la défense de l'OTAN et de l'Europe au doctorat stratégique. Monsieur Châtel. Merci beaucoup. Je m'exprimerai en français, sinon mes autorités vont me pendre par les pieds dans cette auguste enceinte. Et j'aimerais en profiter pour remercier infiniment à la fois le Sénat, Elnet, qui est une vieille connaissance pour moi de ma carrière précédente, et passer directement au cœur du sujet, compte tenu du temps qui nous est imparti. La première chose que j'aimerais rappeler en préambule, c'est, comme vous le savez, que la position bien établie de la France est qu'on se réjouit complètement des accords d'Abraham, qu'on les soutient et qu'on espère qu'ils auront des retombées positives pour le conflit israélo-palestinien et sa résolution selon les paramètres agréés. J'aimerais maintenant partager avec vous quelques impressions de quelqu'un qui vient de passer donc quasiment 2 ans comme ambassadeur aux Émirats et qui a pu observer le développement de la mise en œuvre des accords d'Abraham, également leur signification et parfois les difficultés ou les limites ou les points de vigilance qui doivent nous alerter pour l'avenir. Et tout d'abord, j'aimerais peut-être, sans me placer vraiment en contrepoint, mais nuancer certains des propos que j'ai pu entendre auparavant, notamment l'idée répétée plusieurs fois de révolution copernicienne. J'ai plutôt l'impression qu'on assiste à une évolution darwinienne qu'à une révolution copernicienne. Et je vais étayer mon propos. J'ai un souvenir très vif en 2015 d'avoir été dans une discussion avec le président Al-Sisi qui nous disait faites la paix, il faut faire la paix maintenant, c'est facile. Alors tout le monde le regardait évidemment d'un air un peu interloqué, et il rappelait combien, à l'époque, Camp David, oui, là c'était, dans des conditions différentes de guerre, là on était dans une révolution complète, une révolution copernicienne, et dans des conditions où il était extrêmement difficile de faire admettre quelque chose comme un accord d'une telle portée, d'une telle importance. Et je pense qu'on peut avoir le même raisonnement à propos de Wadi Araba s'agissant de la Jordanie. Si on raisonne sur ce que c'est que ces accords Camp David, Wadi Araba, pour un pays comme Israël, qui est un petit pays sans la profondeur stratégique pour pouvoir se défendre face à des ennemis, un accord de paix avec les 2 voisins qui, comme le rappelait Tzahi Hanekbi avant, sont les voisins qui pouvaient le submerger, qui pouvaient faire que tant de mes amis israéliens ont été réveillés dans la nuit par des coups à la porte qui leur disaient « il faut maintenant prendre le bus pour aller à la frontière ». Eh bien ça, les accords de Camp David de Wadi Araba mettaient fin à ça. Ce n'était pas « nice to have », c'était « must have ». Donc on est dans une dimension différente de la paix avec un pays qui est lointain, de l'autre côté d'un golfe éloigné, qui est un pays important, un pays influent, mais on n'est pas du tout, je pense, dans la même catégorie. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ces accords, je parle en tout cas en ce qui concerne les Émirats, je ne me permettrai pas de parler pour les autres pays, et toujours avec une perspective française de quelqu'un qui habite aux Émirats. Ces accords sont néanmoins évidemment audacieux, on dirait disruptifs dans le jargon actuel, et réellement stratégiques. Et sur ce point, j'aimerais revenir d'abord sur un premier élément qui est que si on replace ces accords dans leur contexte, en fait, il me semble que la vision que je ressens au contact de mes amis émiriens toute la journée, c'est celle d'une perception qui est à la fois inquiète et pas sans un élément de ressentiment sur ce qui est perçu comme le retrait américain et l'étiolement de la garantie de sécurité américaine. Et donc dans ce contexte, les Émiriens, comme d'autres pays chers de la région, voyant que l'Iran, par ailleurs, risque de revenir renforcé après un JCPOA, après l'accord sur le nucléaire, les Émiriens sont en train de regarder de nouveaux cercles de solidarité et
évidemment, la Chine n'est pas une alternative à la garantie de sécurité américaine, pas davantage la Russie, et qui plus est dans le contexte de l'horrible invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Donc ils cherchent d'autres options. Alors Israël n'est pas un pays qui donne des garanties de sécurité, mais c'est néanmoins une superpuissance du renseignement, une superpuissance du cyber, et d'une certaine manière un moyen de s'ancrer encore davantage dans la famille occidentale et de passer d'un régime d'assurance normale à une assurance premium. Voilà. Dans tout ceci, les Émiriens sont aussi en train de changer leur politique régionale et de passer à une logique d'essayer d'apaiser leurs relations avec l'environnement. C'est dans ces conditions qu'ils se sont en partie retirés du Yémen, dans ces conditions qu'ils ont essayé de changer leur rôle en Libye, dans ces conditions qu'ils ont repris langue avec la Turquie d'Erdogan, avec laquelle jusqu'à pas longtemps ils avaient des relations extrêmement difficiles. Et à l'avenant, c'est dans ces conditions aussi qu'ils ont repris langue avec Bachar el-Assad et fait toute une série d'autres manœuvres destinées à changer leurs relations avec l'environnement. Et je crois que c'est dans ce contexte qu'il faut lire aussi l'accord qui a été passé avec Israël. Alors, il est consolidé par le fait que les économies sont complémentaires, ça a été dit par plusieurs des orateurs précédents. On parle d'un pays qui est assis sur un paquet de capital. J'ai vu qu'il y avait des appels à ce que les tiers, l'Union européenne, etc., financent, mais rassurez-vous mes amis, ce qui ne manque pas aux Émirats, c'est le capital. Les trois fonds de souverains les plus importants du pays dépassent en cumulé le $1 trillion d'actifs sous gestion, et on est dans des quand on compare avec d'autres institutions européennes, on est dans une ligue tout à fait différente. Et donc, il y a une complémentarité évidente entre ce capital d'une part et d'autre part les capacités technologiques d'Israël. Un ministre émirien me disait d'ailleurs il n'y a pas longtemps que la manière dont les Émiriens se voyaient était un mix de Singapour et d'Israël. Et je trouvais ça tout à fait intéressant et révélateur comme comparaison. Donc, comme de juste, les Émiriens font tout pour essayer d'ancrer cette nouvelle relation qu'ils ont noué avec Israël, et ils le font de plusieurs manières. D'abord, dans le domaine économique, ils viennent de conclure, là, tout début avril, un CEPA, donc Comprehensive Economic Partnership Agreement, très important à leurs yeux. Ils viennent en conclure un également avec l'Inde. Dans le domaine stratégique, ils ont eu cette réunion avec Asdeh Boker, avec des ministres des Affaires étrangères de tous les pays des accords d'Abraham. Ils essaient d'ancrer également dans le paysage symbolique cette relation avec, par exemple, ceux qui se promènent en ce moment à Abu Dhabi verront que pas très loin du Louvre, sur l'île de Saadiyat, du Louvre Abu Dhabi, est en train d'émerger un complexe avec 3 bâtiments blancs magnifiques qui sont en fait les bâtiments de la maison abrahamique, avec une église, une mosquée, une synagogue. Et les Émiriens essaient, voilà, Vous avez raison d'applaudir parce que c'est remarquable. Et ceci s'insère plus généralement dans un concept de tolérance qui pousse très fort et qui se comprend dans une société où les nationaux représentent 10% de la population. C'est 10% les Émiriens, c'est 900 000 Émiriens nationaux sur à peu près 10 millions. Donc la tolérance, c'est un principe d'organisation et même de survie de la société. Mais néanmoins, et c'est peut-être le point le plus important à mes yeux à souligner dans le temps qui me reste, ces progrès restent fragiles. Et comme il a été dit notamment par M. Navon précédemment, on est dans une région dans laquelle les alliances ont changé, et elles ont changé parfois sur des périodes relativement courtes. En 1976, les Américains étaient les premiers fournisseurs d'armes des Iraniens, et en 1979, le nid d'espions, comme il était appelé par les Iraniens à l'époque, était pris d'assaut avec des otages par les mêmes Iraniens. Donc les choses peuvent changer, elles peuvent changer assez rapidement, et je pense que ce serait une erreur de croire, quand on analyse l'histoire récente de la région, que tout est irréversible. D'abord, il ne faut pas sous-estimer les réticences qu'il peut y avoir dans la population. J'aimerais rappeler plusieurs points pour étayer ce propos. Un ancien ministre émirien rappelait il n'y a pas longtemps que la paix avec Israël, bien davantage que toutes les évolutions sociétales très profondes du pays, déchariatisation du droit des étrangers, libéralisation de la société, autorisation des unions libres pour les non-musulmans, etc., c'est des choses qui n'ont lieu nulle part ailleurs dans la région. Eh bien, par rapport à ça, vous nouer un rapport avec Israël, c'était le tabou des tabous. Et cette perception, elle existe encore dans la société, même si tout le monde ne vous le dira pas.
Le même Ali Al-Noaimi que vous avez vu parler tout à l'heure à l'écran me rappelait qu'au moment d'annoncer les accords d'Abraham, lui et une autre personne dont je tairai le nom avaient littéralement retenu leur souffle. Et au lendemain de cette annonce, les majlis n'étaient pas sans agitation. Donc il y a, dans la société civile, il y a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec cette évolution. Et il faut avoir l'honnêteté de se le dire. Et ils le sont, cette difficulté qu'il peut y avoir parfois. Je ne dis pas qu'elle est majoritaire, mais elle est là et elle est substantielle. Non, elle est substantielle. Et elle l'est d'autant qu'il y a des difficultés sur le volet israélo-palestinien. Et j'aimerais revenir sur 3 épisodes à l'appui de ce propos. Le premier, c'est avant la conclusion, au moment de la conclusion des accords, donc en mars 2020, il devait y avoir, en 2021, pardon, Bibi Netanyahou devait faire un déplacement aux Émirats arabes unis. Ce déplacement a été annulé. Ce déplacement a été annulé à cause de la situation, des difficultés avec l'accès du prince héritier jordanien sur l'esplanade des mosquées qui étaient répercutées sur le plan de vol de Netanyahou. Deuxième épisode, Gaza. Il y avait eu assez peu de réactions officielles. Ouais, 1 minute, ok. Troisième épisode, la situation qui a lieu en ce moment sur l'esplanade des mosquées, où les Émiriens ont changé de ton publiquement, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, avec convocation de l'ambassadeur israélien aux Émirats, par la ministre Rima Al-Hashimi, déclaration publique, etc., ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Et puis enfin, on a des sondages qui valent ce qu'ils valent, faits par la Konrad Adenauer Stiftung, qui montrent qu'il y a 43% des Émiriens qui n'ont pas une image favorable d'Israël. Donc pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de considérer que c'est un acquis, un héritage, mais ce n'est pas un acquis. C'est quelque chose qu'il faut protéger, développer, continuer de crédibiliser. Et j'aimerais, pour conclure, rappeler qu'il y a aussi des difficultés ou des risques qui peuvent venir du côté iranien. Quand, en janvier dernier, les Houthis, depuis le Yémen, ont tiré des missiles à plusieurs reprises sur le territoire émirien. On rappelle que c'est un acteur qui est lié évidemment à l'Iran, qui menace le territoire émirien. Ils tiraient normalement tous les lundis, donc le 17 janvier, le 24 janvier. Et puis, au lieu de tirer le 31 janvier, ils ont fait une exception, ils ont tiré le dimanche, le 30 janvier, parce que c'était pour saluer la visite de Isaac Herzog, qui d'ailleurs a dit à ses interlocuteurs « Thank you for making me feel home », avec beaucoup d'humour. Et donc je dis ça parce que ça veut dire que la présence et le développement de la présence israélienne aux Émirats fait l'objet d'un suivi attentif et un peu menaçant de la part des Iraniens de l'autre côté du Golfe, et que c'est pas quelque chose que je pense, c'est quelque chose que je sais. Les Iraniens laissent entendre assez clairement aux Émiriens qu'il y a des limites au rapprochement avec Israël. Donc je mentionnais ceci parce que je pense que dans l'ensemble de notre propos, il faut, oui, appuyer ces accords, oui, appuyer leur développement, mais il faut assurer qu'ils continuent d'avoir des retombées positives pour le conflit israélo-palestinien. 63% des Émiriens, dans le sondage de la Konrad Adenauer Stiftung, ne sont pas optimistes sur le fait que l'accord apportera des avancées sur le volet israélo-palestinien. On a donc quelque chose qui est précieux, mais qu'on ne peut pas considérer comme acquis, et qu'il faut continuer de consolider, y compris dans le rapport palestinien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Toda Rabba, thank you very much. We go now to His Excellency. Nous donnons la parole à Cheikh Khalifa. Bienvenue, nous sommes ravis de vous avoir parmi vous. Vous êtes l'ambassadeur du Royaume du Bahreïn en France et délégué permanent auprès de l'UNESCO. Travaillant dans le domaine du patrimoine culturel et du développement durable, il a été nommé directeur du musée des Antiquités à l'autorité bahreïne de la culture, chargée des musées et des sites archéologiques, travaillant avec les organisations internationales dans le domaine
du patrimoine culturel. Il a également participé à un certain nombre d'organisations gouvernementales associées au développement durable et à l'environnement. Vous avez la parole, Excellence. Merci et bonjour à tous, mesdames et messieurs. Tout d'abord, 2 mots pour remercier les organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole. Et je remercie les autorités françaises d'accueillir cet événement. La paix et la prospérité sont au cœur de la vision du roi du Bahreïn. C'est la raison pour laquelle le Bahreïn a décidé d'organiser cet atelier pour la paix et la prospérité en invitant pour la première fois Israël et les pays arabes. Et c'était un geste courageux puisque les pays des accords d'Abraham n'avaient encore de relations avec Israël. Mais c'était une tentative d'ouvrir un dialogue dans l'intérêt de tous les peuples de la région. La prospérité ne saurait se faire sans la paix. 1 an plus tard, Bahreïn a décidé de signer les accords d'Abraham et d'établir ces liens, ce qui allait dans le sens de cet engagement de construire un meilleur avenir pour tous les peuples de la région. Ces décisions fondamentales ont entraîné évidemment des doutes, de la controverse. Alors, beaucoup doutaient de l'intérêt d'avoir des relations avec Israël. Notre objectif commun, pourtant, a toujours été d'apporter la paix dans une région déchirée par les guerres, les conflits. Et les peuples du Moyen-Orient ont été les premières victimes de ces guerres et méritent une meilleure vie, mais cela ne saurait se faire sans assurer la paix, la sécurité dans la région. Et la paix ne peut se faire du jour au lendemain, mais nous savions que notre décision était un pas allant dans le bon sens, puisque nous apportions l'espoir dans le cœur, les esprits des peuples de la région. Ce qui m'amène au 2e grand pilier, la prospérité, qui appelle toute notre attention, puisque c'est un objectif en soi. C'est-à-dire que si la paix se fait sans que les citoyens ordinaires ne puissent en cueillir les fruits, eh bien, elle n'a aucun intérêt. Et au lieu d'apporter de l'espoir, cette paix sera synonyme de désespoir. D'où l'intérêt d'intensifier nos efforts de coopération dans de différents domaines pour que cette coopération soit couronnée de succès et porte ses fruits. Alors, il y a eu un sommet à Haïfa qui a été organisé le 25 mars de cette année, où le Maroc, mais également le Bahreïn et les États-Unis ont été représentés. L'idée était de créer une association régionale de paix, de sécurité et de coopération. 6 groupes de travail ont été créés pour travailler dans le domaine de la sécurité, l'énergie, le tourisme, la santé, le tourisme et la sécurité de l'eau. Le Royaume de Bahreïn et Israël ont signé un tout premier accord de paix dit chaude plutôt que froide. Ce sera une feuille de route qui visait différents domaines d'intérêt mutuel et qui apporterait des avantages, des bénéfices sur le plan de la sécurité de l'eau, la santé, la sécurité, la paix, le commerce, les échanges, la sécurité. Et l'idée était d'avoir des fruits à cueillir de cette coopération. Les premières étapes de cette stratégie étaient effectivement une feuille de route, pas simplement pour Israël et Bahreïn, mais toute la région. L'idée étant d'apporter la preuve qu'avec la paix vient la prospérité pour dissiper tous les doutes sur l'efficacité des accords d'Abraham et pour vraiment transformer la vie des gens de la région. Pour ce qui est des adversaires de la paix et de la sécurité, ceux qui veulent propager l'extrémisme, la division, ces acteurs de la destruction allaient perdre toute crédibilité dès lors que le peuple voit que la paix améliore la vie de tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, comment montrer que comment ne pas voir que les avocats de la guerre et la division n'amènent que la misère et le désespoir dans leur région. D'où l'idée d'avoir à opposer à ces messages destructeurs un message positif de construction pour que le Moyen-Orient soit une région plus prospère et plus pacifique.
Et enfin, Ruth Wasserman-Lande, qui préside le caucus à la Knesset, donc le Parlement israélien, qui œuvre à la promotion des accords d'Abraham. Elle était élevée en Afrique du Sud, bien connue en Israël. Elle a été diplômée de ses études de sciences politiques en Israël et a étudié ensuite à Harvard aux États-Unis. Et à propos, elle a passé 3 ans dans l'armée de terre, dans le service de renseignement. Elle avait le grade de capitaine, presque 3 ans. Ça mérite d'être souligné. Et elle a passé 13 ans dans les services diplomatiques, dont 3 ans au Caire, si j'ai bien compris. En tout cas, Ruth est également conseiller des affaires étrangères de Shimon Peres. Bien avant les accords d'Abraham, elle travaillait déjà sur les options au niveau régional et elle travaillait déjà sur ce qu'allaient devenir les accords d'Abraham. Ruth, merci Enrique pour ces propos chaleureux. Merci d'avoir la patience de nous écouter encore si tard, après près de 4 heures d'échange. C'est un immense plaisir d'être entouré de ces ambassadeurs qui me joignent dans ce panel. Je tiens à remercier Claude pour tout ce que vous avez fait et pour réunir toutes ces personnalités exceptionnelles, ce qui n'était pas évident. Elnet, bien sûr, qui a créé cette plateforme dans laquelle se déroule cette conférence, et puis le Sénat français qui accueille cet événement. 2 mots sur ce que fait notre caucus à propos. Je ne suis pas... on n'a pas le droit de parler plus d'1 minute. C'est pour ça que le micro se coupe au bout de 59 secondes. Voilà, c'est un signe du ciel. Bon, peu importe. Le caucus est mené par moi-même et mon coprésident, qui est un membre du Likoud. Alors, avoir un membre de l'opposition et la coalition qui siègent dans la même instance, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, mais c'est la preuve même que les accords d'Abraham en Israël, c'est l'une des seules choses qui dépasse la politique, c'est-à-dire que c'est un accord qui est accepté, qui est promu, défendu au-delà des divisions politiques. Et donc, c'est aussi bien les membres de la coalition que l'opposition adhèrent aux accords d'Abraham. Il n'y a pas d'opposition, peut-être à l'exception d'une toute petite portion des membres de la Knesset sur la liste Arabes Unis qui sont contre la paix. Mais enfin, à part ça, au-delà des divisions politiques, tout le monde se rejoint dans les accords d'Abraham. Alors ce caucus, comme on l'appelle, c'est une plateforme, comme toutes les commissions de la Knesset, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir. Ça peut ne rien faire du tout, mais on peut au contraire s'en servir comme plateforme pour réunir les acteurs de différents horizons. Et c'est là que je rejoins les ambassadeurs qui se sont exprimés tout à l'heure. Je vous remercie d'avoir parlé sans embâge, parce que c'est essentiel de ne pas se raconter l'histoire. C'est vraiment des accords de paix entre les peuples. Et j'en sais quelque chose, parce que moi-même, en tant qu'Israélienne, en tant que diplomate israélienne juive, donc j'ai passé 3 ans en Égypte dans la diplomatie, et connaissant l'Égypte, j'étais l'incarnation du diable pendant toutes ces 3 années, pas simplement pendant un jour. Et donc pour moi, c'est pas simplement une question de relations intergouvernementales et tous les... Alors, il existe des accords de coopération stratégique entre Israël et l'Égypte. Mais il faut que ces accords, au niveau gouvernemental, arrivent jusqu'au peuple pour que le peuple puisse recueillir les fruits, les dividendes de la paix et puisse surmonter leurs craintes, leur méfiance envers le pays qui a signé la paix avec le leur. Un exemple, en Égypte, la grande majorité des gens ne connaissent aucun Israélien. Il n'y a aucune communauté juive qui survive en Égypte. Alors,
En Israël, la question ne se pose pas en ces termes, mais vous avez des touristes qui voyagent, mais ils ne représentent pas la nation d'Israël. Il y a vraiment un travail à faire entre peuples, enfin des activités sur le terrain pour ramener des gens de milieux différents pour qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils puissent comprendre les intérêts qui servent leur nation. Je parle également de chercheurs, de scientifiques, d'acteurs culturels qui doivent pouvoir se retrouver. Et c'est ça, le caucus doit être une plateforme qui réunit, une plateforme de prestige qui réunit des gens de qualité. Ça peut être de jeunes dirigeants, ça peut être des économistes, des financiers, des artistes, des femmes, des journalistes, enfin, des représentants des mouvements féministes, enfin, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir, enfin, chacun a ses réseaux, mais il y a des acteurs sur le terrain qui peuvent faire bouger les choses. Mais c'est eux qui doivent se trouver. Si vous ressentez qu'il y a une valeur ajoutée, une possibilité de mettre en avant des personnalités, ou même peut-être quelquefois des gens inconnus, mais qui pourraient pouvoir entrer en contact avec des Israéliens dans leur domaine d'activité, nous pouvons, nous ne demandons pas mieux que de les accueillir. Nous les inviterons à prendre la parole à la Knesset, mais des gens de la société civile. Je ne dis pas d'envoyer des représentants des gouvernements. Je parle de représentants de la population civile, des acteurs du monde culturel, scientifique. J'ai un exemple. Nous avions organisé un événement à la Knesset il y a quelques jours où vous aviez une jeune délégation du Bahreïn. Et pour moi alors, j'aime mon pays, j'ai servi mon pays en Égypte en tant que femme juive israélienne. Pour ceux qui parlent arabe, Mwamara, j'étais une espèce de théorie du complot vivante. Enfin bon, moi j'ai vu donc ce jeune groupe du Bahreïn, il y en avait qui portaient le costume traditionnel, qui ont traversé la Knesset. Alors, pour vous, bon, ça vous paraît peut-être normal, mais croyez-moi, moi, c'est quelque chose qui m'a envoûté, parce que pour moi, c'est quand même ça, pouvoir survoler l'Arabie Saoudite pour me rendre à Dubaï, pour moi, c'est extraordinaire en tant qu'Israélienne. Le fait de pouvoir voir le costume traditionnel des pays du Golfe, ou un représentant du Golfe qui se promène en Israël, c'est quand même, il y a un grand pas qui a été franchi. Mais enfin, ce qui est important, c'est que ce soit des gens ordinaires, nos voisins, qui se rendent chez nous en paix. Et je crois beaucoup au pouvoir, disons, au pouvoir du peuple pour porter la paix, puisque c'est vraiment à un niveau très charnel. Les émotions des gens, c'est ça qui fera que la paix se maintiendra. Je vous remercie. Eh bien, merci Ruth et merci messieurs les ambassadeurs. Une dernière chose, j'ai lu une fois dans un journal une annonce. Il était dit, la conférence annuelle des 10 heures de Bonaventure a été reportée en raison de circonstances inattendues. Donc, la nouvelle réalité des accords d'Abraham, c'est que les dirigeants et les gens ordinaires doivent pouvoir remettre en question leurs idées reçues. Mais cela pourra se faire avec votre aide. Merci beaucoup.